Salut, moi c'est Issouf et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai l'un de mes rappeurs favoris, Smarty. Smarty qui est connu très bien sur la scène internationale. Et la dernière fois que je t'ai vu Smarty, c'était au festival à New York. Yeah. Bienvenue sur le podcast, mon frère. Merci, frère. Comment tu as trouvé le festival quand tu étais? Ouais, c'était super. C'était ma première expérience. Mais quand je vous dis, j'étais déjà venu aux États-Unis avant le festival, mais c'était dans des cadres communautaires. Donc, du coup, même si c'est bien hein, parce que ça m'a permis de faire un peu de tourisme, de pouvoir m'approcher de ma communauté, de pouvoir les donner cet amour-là. Et je pense que ça m'a préparé quand même à venir là. Et après, j'ai fait un concert face à un public qui, forcément, ne connaissait pas mes chansons à Central Park. C'était 1 heure de concert, c'était 1 heure de folie. Parce que quand tu sors, tu ne sais pas, tu sais pas comment est-ce que les gens vont prendre ce que tu vas faire. Tu es à New York, quoi. New York, c'est la base. Quand on a commencé le rap, c'était Biggie, c'était Tupac. Et on n'imaginait pas un jour se retrouver à Central Park faire un concert. Et je pense que j'ai quand même pris plaisir à être là. Ce qui était super à observer, c'est la manière dont tu maîtrisais ta scène. Tu, à quel moment toi, si tu t'es rendu compte déjà, mais à quel moment tu t'es rendu compte que c'est chez toi sur la scène? En fait, c'est juste un feeling. C'est-à-dire, tu le ressens je pense après les 2 premières minutes de la première chanson. Mais, Tu sais si le concert va être bon ou s'il ne va pas être bon. Ce que je demande, c'est dans tes lives, Oui. c'est à partir de quel moment tu as commencé à réaliser que, franchement, je pense que je maîtrise mon public, je maîtrise la scène. Depuis Yélène. Hein. Depuis Hélène? Ouais, depuis Yélène, parce que il faut dire que Yélène a d'abord été pour moi une école. Une école vraiment au niveau de la scène. Et après, le moment où tu te dis, est-ce que vraiment tu maîtrises ton live ou ton public? Non, c'est toujours un perpétuel recommencement. Il n'y a pas cet artiste-là qui peut te dire, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, qui peut te dire que moi, je maîtrise mon live, je sais quand j'arrive, mon chant, tout ça, parce qu'il n'y a rien qui est acquis. Rien n'est acquis. Même un public qui vient expressement à ton concert, c'est toujours un défi. Parce que si tu passes à côté, tu perds du public, tu perds des gens. Donc, c'est toujours un nouveau défi à chaque fois que tu montes sur scène. Donc, c'est une reconquête. Et moi, j'aime dire que quand tu sors un nouveau projet, quand tu mets un nouvel album sur la table, même un nouveau single, tu remets toute ta carrière sur la table. Parce qu'on va te juger à ce single-là. Si tu passes à côté, on te juge toujours, voilà, on te juge toujours sur le moment présent. Je te dis à quel moment, pour moi, j'ai vu cette consolidation-là. L'amphi de l'université, l'amphi à l'université. Ouais. Je pense que c'était en... C'était en 99. 99, yeah. OK. Le matos, il était mauvais. Yeah. Tout le monde, quand tu passes, le micro, il n'est pas bien. C'était pas, le show n'était pas bon. On ne s'entendait pas bien à cette période-là. Jusqu'à ce que Smarty monte. Yeah. Et les gens criaient. Et je me rappelle quand tu as dit, oh, les gars, silence. Tout le monde était calme. Je dis, mais ça, c'est de la folie. Non, parce qu'on était à une période où les gens étaient hyper violents. C'est-à-dire le public était hyper violent, hyper agressif. C'est-à-dire on ne t'accorde même pas 1 minute quand tu fais 1 minute, quand c'est pas bon. Soit on te la pique, soit on te hue. Mais on ne va pas te laisser terminer ton show. Donc moi, j'arrive à la FIA 600 avec des étudiants mais hyper nerveux, qui n'ont pas le temps, quoi. Il fait chaud déjà, donc c'est compliqué. Et j'avais analysé déjà ce qui était déjà passé avant moi. J'avais vu que pertinemment, comme tu l'as dit, le son il était mauvais. Et que quand les gens font du bruit, ils ne t'entendent pas, donc ils n'écoutent pas. Donc quand je suis monté, je me souviens de la première phrase que je leur ai dit. Je leur ai dit, je demande du silence. Et je vous demande 1 minute. Quand je vais commencer à rapper, n'applaudissez pas, ne dites rien. Si pendant 1 minute, je ne fais pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas la prestation, mais c'est le courage déjà de dire ça. Et ils se sont calmés et j'ai commencé par Pouchéri. Bam, bam, bam. Mais je pense que c'est en plein milieu du couplet. Ils n'ont pas résisté à ce que j'ai dit, ils ont explosé. Et personnellement, mon histoire même commence là.
Beaucoup pensent que Smarty, c'est directement Yélène, mais non. Non. C'est-à-dire, l'histoire a commencé à la FIA 600 et après la compilation. Ça a commencé bien avant l'Amphia 600. Yeah. L'Amphia 600, c'était en 99. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est l'histoire avant tout cela. Parce que moi personnellement, depuis que j'étais vu sur scène, j'ai jamais vu Smarty un mauvais show. Yeah. Tu vois? Merci. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à découvrir derrière tout ça. Et je pense qu'il y a des vidéos et peut-être si le CCF est oui, chaud. il y a des vidéos, ouais. Il y a des vidéos. C'était une belle époque. Hein. Il y avait toute la grande famille, quoi, la grande famille du hip-hop, surtout avec Mr. P, un gars que je vais jamais oublier. Il y avait Basic Soul, il y avait Old Mac, il y avait Jack Loman, il y avait OBC en son temps, il y avait Attentat, il y avait tous ces gars-là. Et moi, je pense que j'ai appris avec eux. Hein. Il y avait le Sigfin, il y avait Kamerji, il y avait Brother H. Toi, tu étais là, hein, l'homme East, il y avait Elzobi, et même mon cousin Dri qui s'est tenté un peu qui a tenté un peu dans le rap. Mais on était nombreux. Et il faut dire que c'est le sacrifice de toutes ces personnes-là qui, en 2000, nous a facilité nos efforts. Beaucoup ont lâché en route, beaucoup ont fait autre chose parce que, bon, finalement, le découragement, ça ne payait pas mon champ, tout ça. Mais ils n'ont peut-être pas mesuré tout l'impact qu'ils ont eu sur notre parcours, tout le sacrifice qu'ils ont fait et les portes qu'ils ont ouvertes. Nous, on a juste tenu et on est arrivé juste au bout et on a continué le combat jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive là où on est. Moi, je dis, hein, au début du rap, il fallait hyper stratégique. Yeah. Moi, je suis resté avec des gens comme Attentat, j'ai dit les MJ, tout ça, j'ai appris avec eux et tout. Mais après, on s'est rendu compte que pour que notre rap puisse être accepté, il fallait qu'on trouve l'art et la manière. J'ai oublié un grand rappeur, Mr. Ops, avec qui j'ai fait un groupe, même Union 2 et tout et tout. Et il fallait être intelligent parce que l'image que les parents avaient du rap à cette période, c'était les clips américains. Oui. On chasse les gars à chaque fois, on les attrape, tu vois, on les ménote, ils vendent la drogue, machin, tout ça. Donc pour les parents, quand on dit rap, c'est pas sûr qu'ils voulaient que leur enfant s'identifie. Oui. Donc, qu'est-ce que nous on allait faire, bien pouvoir faire pour qu'ils puissent accepter déjà que ça rentre dans leur salon, accepter de passer à la télévision nationale burkinabé parce que c'était tendu à cette période, politiquement. Dans les décisions, les médias et tout et tout. Je me souviens avec Basic Soul, en son temps, Aline Kwale était ministre. Non, elle n'était pas ministre, elle était directrice de la télévision. Et il a envoyé un son hip-hop où ils ont refusé de passer le titre carrément à la télé. Nous, on avait fait une chanson sur ça où on avait dénoncé et tout et tout. Je me souviens de ça. Donc, ça a été un travail véritablement de longue haleine. Donc, moi, quand Mr. P me croise un jour et il me dit, après Papou Chéri, c'est bien ce que tu fais. Mais sauf que tu parles à des gens qui sont initiés. Les oreilles qui vont vous ouvrir les portes ne sont pas initiées. C'est des oreilles qui écoutent Black Soman, qui écoutent Nick Dombi, qui écoutent Amity Meria, Bill Akakora, c'était les artistes du moment. Donc, ZS et tout. Donc voilà, il me dit à moi, ralentis ton flow. Mets le fond en avant et tue la forme. Parce que moi, j'aimais le flow aussi. Donc c'est comme ça qu'il me donne des cassettes de DDF. Il me fait écouter des gars comme Oxmo, il me fait écouter des gars comme Doc Gineco. Et il me dit, ralentis ton flow parce que tu écris bien. Et je fais, dans la foulée, je croise Mondoé. Et cette expérience, je la tente avec Le Sentier de la Tragédie, qui est une chanson que j'ai écrite. Et j'ai invité Mondoé en featuring sur cette chanson. Ceux qui ont l'album Chronique Noire, ils verront Smarty featuring Mondoé. Donc, la première fois qu'on vient, on fait cette chanson, on voit des mamans qui coulent des larmes, des femmes parce que ça traitait de l'excision en fait, parce qu'elles comprenaient ce qu'on disait. Il y avait cet exemple, et il y avait l'exemple du Wemten Clan, qui rappait la vie est dure ici au la vie est dure ici au Faso, les Brouaka. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le refrain a eu un impact parce que c'était assez lent, c'était assez posé et on pouvait décortiquer. C'était le premier rap pratiquement en moré qui a défoncé tout de suite les murs. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans le salon, les gens. C'est comme ça qu'on gagne le respect des parents et c'est comme ça que les médias nous ouvrent les portes. Donc, il a fallu faire du sacrifice. Il a fallu tuer ce côté rappeur, MC et tout à un moment.
et faire comprendre aux gens que derrière chaque rappeur, il y a des intellectuels. Derrière chaque rappeur, il y a des personnes qui défendent des causes. Il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des gens qui ont des diplômes. C'est des jeunes qui aujourd'hui qui se retrouvent désœuvrés parce que la décision politique ne les favorise pas, qui se retrouvent dans un mouvement où ce n'est que là-bas qu'ils peuvent véritablement exprimer la violence, la haine, tout ce qu'ils avaient à dire, au lieu d'aller dans les rues, casser, lapider, machin, tout ça. Ils avaient la musique, ils avaient Mr. P, ils avaient Radio Énergie, ils avaient le Posse, ils avaient Rap Time, il y avait comment on appelle, il y avait le Posse de l'université avec Attitude HH, il y avait l'Institut 97, il y avait le CCF, il y avait le SIGFIN, il y avait tous ces jeunes-là, voilà, qui formaient des groupuscules de personnes, mais qui écrivaient des chansons. Et c'était des formations en écriture, en recherche. Les gens causaient, les gens échangeaient sur le devenir du pays, comment est-ce que ça va être, machin, tout ça, comment dénoncer les rimes, machin, tout ça. Ça a été franchement une école, quoi. Moi, aujourd'hui, honnêtement, si j'ai fait 20 ans dans le mouvement, c'est parce que je pense que j'ai un échantillon de tous ces rappeurs-là avec moi. Ouais. Papou Chéri, tu avais enregistré une première version sur Beat. Oui. Et c'est là-bas j'ai vu que tu avais changé le flow. Ouais. Mais quand l'album est sorti, c'était différent. Yeah. Ça avait accéléré. Tout à fait, c'est vrai. Parce que j'étais là en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'était le moment où c'était Almighty, Stezo, DDF, la flotte impériale. On était hyper influencés. Donc, j'ai fait une année parce que je suis allé retrouver mes parents. Donc, j'ai fait une année. Et je suis allé en 98 et je reviens en 99. Et j'ai encore appris aussi des choses en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, quand j'arrive, j'ai un nouveau flow, j'ai une façon qui est différente de voir le rap. Et je tombe sur des producteurs qui sont en train de faire, de faire une compile. On chante tout ça. Donc, c'est effectivement, j'arrive, je fais la chanson et ils sont convaincus. Donc, quand on part en studio, je me suis adapté en fait au beat qu'ils ont proposé. Ok. Parce que le beat que j'avais, on posait sur les fast bass, c'est-à-dire des instrus et tout. Donc, l'instru était assez posé. Donc, je me suis posé et c'était circonstanciel parce que je voulais là que les gens m'entendent. Après, quand je suis rentré, ils m'ont fait un beat assez chaud. Je me suis adapté, je me souviens. J'avais pas assez de temps en fait. Ils m'ont dit une seule chance et tout. Moi, je suis rentré, j'ai posé. Pas pour chérir que vous entendez, j'ai posé en one shot. Couplet, refrain, machin, tout ça, j'ai posé en one shot. Et l'anecdote, c'est que je voulais même que Brother H fasse les refrains. Et finalement, c'est moi qui ai assuré les refrains. Donc, c'est comme ça qu'il y a la rage, machin, tout ça. Les jeunes, ils trouvaient ça bien, c'était bien. C'est-à-dire, les jeunes de notre époque, ils avaient aimé à son temps. C'était très bien. Je parle juste parce que l'autre version, c'était posé et ce que tu fais aujourd'hui, c'est cette version que tu avais déjà. Yeah, c'est ça. En fait, je suis revenu à ma base. Ça a été juste une transition. Tu vois, ça a été juste une transition. Comme j'ai dit, je venais de la Côte d'Ivoire, j'avais des influences et tout, parce que j'avais écouté beaucoup de rap français. Je me cherchais encore au niveau du flow. Et après, j'ai découvert Mr. P, il change toute ma vision. Et je fais Sentier de la tragédie. Je croise Mandoué, on fait Hélène, et puis, bah. Tu as toujours eu ce texte-là, ce texte politique, social. Je me rappelle, tu avais un texte. Cela fait 7 ans que tu es au pouvoir. Yeah! Ouais, c'est vrai. Ah merde! et j'ai toujours vu que ça c'était politique. Ouais. Et maintenant, avec le temps, tu as continué dans la même lancée. Et souvent, les gens disaient que non, votre musique n'était pas assez politique. Et je me demande, mais je ne sais pas si on écoute la même chose. Exactement. Le gars, il n'a pas changé. Non. En réalité, c'est vrai que ceux qui m'ont connu, parce que la chanson que tu cites, vraiment, c'est bon, toi et moi, on a été hyper proches. C'est-à-dire, c'est vraiment la famille, quoi. Donc, et cette chanson-là, c'est une chanson dénoncée très tôt. Comment on appelle? C'est le septennat. Le septennat, voilà. C'était le septennat. Je pense que Blaise Compaoré passait un autre septennat. Donc, j'ai écrit une chanson, je disais, ça fait trop longtemps, tu es là, mon chante tout ça, rien ne va, mon chante tout ça. Donc, dénoncer, on avait commencé depuis, même sans avoir un album. Oui. Je pense que tout ce que tu écris, c'est des choses qui... Moi, j'ai toujours fait des choses qui ne sont pas calculées. Oui.
Les messages viennent du cœur. Quand on s'est mis avec Mr. Hobbs, c'était pareil. Tout ce qu'on écrivait, c'était avec le cœur. En fait, quand je parle, si je ne m'arrête pas sur moi, c'est parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens derrière. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, dont on ne parle pas, c'est des personnes qui ont mené des luttes, tu vois. Aujourd'hui, les gens écrivaient des textes sincères, ils dénonçaient, et ils étaient hyper jeunes. Ouais. Moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est qu'on était hyper jeunes en ce moment. On avait quoi? On avait 17 ans, 16 ans, 18 ans. Mais il y avait cette conscience-là déjà que la situation n'était pas bonne et que avec nos stylos, on a une arme qui peut changer les choses. Donc, à cette période, il y avait le rap Ego Trip. Ça, c'était l'influence de la Côte d'Ivoire, avec les face-à-face, machin, tout ça. Ça, c'est le rap ivoirien. Mais le rap burkinabé, même dans son fondement depuis la base, tu écoutes un groupe comme Attentat, c'était des textes réfléchis, des textes engagés. Tu écoutes Léandji, c'était des textes sociaux, des textes qui impactaient les jeunes. Tu écoutes Empereur, tu écoutes Mr. Hobbs, tu écoutes... Les jeunes étaient engagés en fait. Donc quand tu viens, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Et tous ceux qui venaient dire j'étais le plus fort, on les mettait de côté. Tous ceux qui brillaient, tous ceux qui brillaient en ce moment, c'était le message, mais pas n'importe quel message. Si ton message ne développe pas quelque chose, n'apporte pas un impact autour de ton environnement, ça ne sert pas, tu vois. Et nous, c'était ça en fait. Après, PBS est venu nous conforter dans notre position. Quand on a vu PBS sortir, avec des textes, mon chant, tout ça, tout le monde dit, tous les rappeurs burkinabés ont dit, voilà ce qu'on veut faire. Dans son ensemble, on est allé dans la même direction. Donc oui, moi, je n'ai pas changé de plume. J'essaie juste d'évoluer et de renouveler à chaque fois mon logiciel. Et de ne pas rester dans le passé. Dans le passé, j'essaie toujours de m'adapter. J'aime la musique. Dieu seul sait que j'aime la musique. Et je sais que le métier que tu fais, quand tu l'aimes, il te le rend. Oui. Et moi, honnêtement, je le dis toujours, quand je ne vais pas sentir, le jour où je vais commencer à ne plus sentir le plaisir d'être sur scène, le plaisir d'écrire des chansons, le plaisir de créer, le plaisir de faire des clips et tout, mon chant, tout ça, je vais arrêter sincèrement. Parce que je ne veux pas être inutile. À un moment, quand tu forces dans la musique, ça se sent. Mais quand tu prends plaisir à le faire, quand les gens te regardent, ils sentent ton énergie. Oui. Tu vois, ils sentent ce que tu dégages. Et forcément, ce que tu dégages, quand c'est honnête, quand c'est sincère, quand c'est avec amour, ça se pose aussi sur leur cœur. On sent ça sur tes sons. Surtout, il y a un son que tu as fait avec, je pense, c'est Amzi et Toxa, sur un feat. Et voir quelqu'un qui a tout ce bagage, cette expérience dans le hip-hop, venir avec ces jeunes sur leur propre style. Et ce dont tu as posé là-bas, quand j'ai écouté, j'ai dit non, ce gars-là, chapeau. Merci. Je pense, quand on parle de rappeurs burkinabés, enlevons Burkina. Quand on parle de rappeurs, généralement, on aime comparer. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit être honnête, on doit te rendre tes fleurs pendant que tu es toujours en vie. Je pense pas que... Je vois pas un rappeur avec lequel on doit te comparer ici. Parce que avec beaucoup de rappeurs, vous n'êtes pas dans... Vous ne jouez pas les mêmes jeux, en fait. Tu vois? Donc, ça fait que, bon, franchement, je pense qu'on doit apprécier au lieu de souvent essayer de comparer. Non, mais pour compléter à ce que tu dis, c'est que l'histoire avec Amzi et Toxa, qui sont des jeunes véritablement que j'apprécie beaucoup. Parce qu'ils ont du talent, parce que quand des gens viennent vers toi pour faire un feat, tu les observes, tu te dis, est-ce qu'ils ont la même énergie que moi quand je commençais? Est-ce que véritablement ils ont fait de la musique quelque chose avec laquelle ils veulent grandir? J'ai senti ça en eux. Et je pense qu'ils menaient la démarche avec un ami à moi, un ami très proche à moi. Donc c'est à cause de lui-même que j'ai accepté de faire le featuring. Mais au-delà de ça, c'est que on avait un devoir, nous, à un certain niveau. Et Dr. K du groupe Kadioba est mon témoin. On a senti à un moment que ça coinçait un peu pour les plus jeunes. Ça coinçait dans le sens où nous, on avait amené le rap à un certain niveau où les mélomanes étaient habitués à ce rap-là. Même s'ils voyaient des courants qui venaient ailleurs et tout, dans la tête des gens, quand on dit rap, c'est ce que Smarty fait, le chapeau du chef. Quand on dit rap, c'est ce que Faso Combat fait. Quand on dit rap, c'est ce que Smoke fait. Ils avaient des références comme ça. Donc, quand tu viens avec la trappe,
Ils disent c'est de l'amusement. Donc un jour, j'ai dit, si nous, on ne redescend pas et qu'on mette même la main dans l'étrier, qu'on fasse de la trappe, les gens ne vont pas comprendre que c'est une nouvelle tendance. Et ils ne vont pas l'accepter. Ça a été une manière pour nous, pour moi, de faciliter l'ouverture. Déjà que les gens comprennent ce que c'est que ça. Même si au départ, je me cherchais un peu dans la trappe, je ne comprenais pas un peu c'est quoi, les codes, machin, tout ça. Mais au fur et à mesure, j'ai appris. Et quand j'ai sorti mon premier freestyle trap, j'ai vu l'impact que ça a eu sur les gens. Du coup, les gens disent, ah ok, Smarty dans la trappe, machin, tout ça. Ça choquait au départ, mais après, les gars ont aimé. Moi, j'aime toujours arriver avec quelque chose qui choque parce qu'on ne me voit pas dedans tout le temps. Tu vois. Donc, faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça a ouvert un peu les vannes. Et venir faire le featuring avec eux, je n'ai pas fait le featuring avec eux parce que uniquement je voulais les tirer vers le haut. Non, j'ai fait le featuring parce que j'ai jugé déjà qu'à la base, ils avaient du talent. Ça, c'est déjà une base. Après, donner mon image pour que ça puisse les aider à une meilleure exposition, c'est ce que j'ai fait. Après, tout ce qu'ils construisent aujourd'hui, ils ne doivent qu'à eux seuls, ils doivent qu'à leur talent. Moi, perso, je n'attends véritablement pas de reconnaissance parce que j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que grand frère. Et après, je pense que ceux qui auront la sagesse de retourner et dire, ah bon voilà, de reconnaître ça, tant mieux s'ils ne le reconnaissent pas. Moi, je pense que la plus grande des reconnaissances, c'est celle que Dieu nous donne. Et puis, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je suis content chaque fois. Mais je le dis, honnêtement, je suis content quand je les vois. Je vois le niveau qu'ils ont atteint. Au-delà de tous ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, qui font un bon boulot. Parce que tôt ou tard, nous, je l'ai dit, tôt ou tard, on est là, mais demain, il va falloir un jour qu'on arrête. Il faut qu'on puisse dire, hey, j'ai contribué aussi à ça. Tu vois, parce que nous, quand on commençait, il y a des personnes aussi qui nous ont aidés. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, pour moi, c'est un jeu. La musique, tu prends plaisir à le faire. Tu vois, c'est la trappe est là, tu sais. La dernière chose qu'ils ont envoyée, puis je suis encore réticent, j'ai dit non, là, ça va trop loin. C'est la drille, tout le monde est dans la drille. Moi, je ne m'a parlé de la drille, j'ai dit non, la drille. Je pense que je ne vais pas pouvoir. Je vais m'arrêter à la trappe et tout. Mais bon, je ne sais pas, parce que moi, c'est selon les émotions, selon les trucs. Mais j'aime beaucoup plus m'amuser quand je suis en studio. Quand je crée, je ne me mets pas de limite. Pareil pour le chant. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai chanté. J'ai fait le pari de chanter. Mais tu chantais déjà. En fait, avant, tu faisais les refrains depuis. Oui, mais n'empêche que je pense que j'ai jamais été, pour moi, j'ai jamais véritablement pas développé ça. Mais quand on arrête avec Yélène en 2011 et que chacun doit aller dans un projet solo, la réflexion que je fais, c'est si je viens avec un album uniquement rap, les gens vont applaudir. Mais je vais perdre un grand monde. Donc, stratégiquement, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un public, un background que Yélène a. Et ces oreilles-là sont habituées à entendre du chant et du rap. Donc, moi, j'avais besoin de mélodies pour soutenir mon truc. Mais je n'avais pas envie de faire un album où tu as 12 titres et tu as 9 featuring, où les gens viennent chanter avec toi. J'ai dit, avec mes musiciens, on prend le risque de chanter. Et eux m'ont encouragé. Même quand ce n'était pas bon, ils me disent non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On a fait un album avec le cœur. Quand j'écoute l'album aujourd'hui, je sens que oui, on pouvait améliorer le projet. Il y a des choses peut-être que j'aurais fait autrement, mais je suis fier de cet album-là parce que il y a mon cœur dedans. C'est-à-dire, les 14 titres qui sont dans African Couleur portent véritablement mes sensations, mes douleurs, toute la sincérité que j'avais à cette période-là, lorsque je créais ou que je faisais cet album-là. Et je pense que tout le parcours de cet album-là, ça a été la magie. Ça a été de la magie et ça continue à être de la magie. Tu vois? Moi je suis un fanatique, un fan de hip-hop. Je suis un fan de Smarty quand il rappe. Mais ton nouvel album que tu es en train de préparer, tes chansons, pour moi, ça véhicule les mêmes sentiments, les mêmes émotions, je vais dire, que j'ai quand j'écoute des chansons comme Maxime. Et je me demande comment tu as fait pour ramener ça dans la chanson. Parce que moi, généralement, bon, quand tu rappes ou quand tu chantes,
c'est pas forcé que tu C'est aies vrai. ces émotions-là. Et pour moi, cet album, Non, je pense que c'est en forgeant, comme on dit, hein, en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je n'étais pas bon chanteur. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre les codes. J'ai commencé à savoir ce qui était juste bon pour moi. J'ai jamais cherché à chanter comme Céline Dion, à chanter comme... Non. J'ai été avec un partenaire qui est très bon chanteur. ouais. Et si tu fais 10 ans avec un rappeur, et avec un chanteur, que tu sors et que tu ne sais pas tenir la note, c'est toi qui as un problème. Ouais. Tu vois? Donc, j'ai appris un peu. Maintenant, tout ce que j'ai recherché après, c'est de chanter juste. Oui, C'est tout ce que je recherche. Que je sois sur scène ou que je sois en studio, ce que je recherche, c'est chanter juste. Et chanter des choses que je pourrais reproduire en live. C'est ce que je fais. Ouais, je vois. Et y mettre l'émotion et la sincérité quand je le fais. C'est tout. Je ne me complique pas la vie si je me mets à essayer de faire des envolées comme à la Boyz II Men ou un peu comme à la Dadju ou je ne sais pas moi. Mais non, ce n'est pas mon truc. Donc, je fais ce truc-là, mais je chante, mais je connais mes limites dans le chant. Ouais. Les gens ont l'impression que non, non, je connais mes limites dans le chant. Je connais mes limites même dans le rap. Je sais jusqu'où je peux aller, mais j'essaie Toujours de pousser, de pousser un peu plus loin. Les gens au départ, ils ont dit « Ah non, j'aime pas le chant. Ah non, j'aime pas le chant. » Aujourd'hui, j'entends des gens qui disent, quand je viens à des concerts, « Ah non, 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 il faut faire les chansons où tu chantes. » Donc, c'est pour dire, au fur et à mesure, les oreilles, au fur et à mesure, s'habituent à quelque chose. Moi, quand je rappe, ils connaissent déjà la voix du rap. Ouais. Il fallait que j'arrive à les habituer À connaître à l'identité, en fait, c'est-à-dire à l'empreinte vocale quand je chante. Aujourd'hui, ils sont habitués à ça. Ouais. Quand je fais du chant, ils savent quand je chante, ils savent quand je rappe. Mais il a fallu du temps pour imposer ça. Mon album, aujourd'hui, ça fait plus de 7-8 ans que je n'ai pas sorti de projet. Mais oui, mais on a fait un projet qui nous a fait tenir pendant 7-8 ans. Oh, wow. Ça, c'est un exploit. Jusqu'à là, je fais des concerts, je fais des tournées. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est avec un seul album. Donc, c'est pour dire, concentre-toi, fais un bon projet. Moi, je prends toujours pour exemple Dre. Hein. Il n'a pas plus de 2 albums. Après, il a des maxi à gauche, à droite, machin, tout ça. Il a des trucs, mais album studio qui a impacté le monde, il n'en a pas plus de 2. Ouais. Mais il s'est concentré, il a créé véritablement un monde. Il est venu, la musique, souvent, moi, je pense que tu n'as pas besoin de 50 albums pour impacter le monde. Ouais, je vois. Souvent, construire un bon projet, 2, 3, 4 bons projets, ou peut-être 5 bons albums et tout, tu impactes le monde et puis tu t'en vas. Après, ce n'est pas des choses qu'on calcule. Moi, quand je crée, je ne calcule pas. Les gens qui me suivent me connaissent. Surtout quand je décide de faire un clip, c'est la folie. Jusqu'à là, on cherche à tourner un clip. Ça vous dit que chaque chanson que je fais, je les aime vraiment. C'est pourquoi quand... Bébés, quoi. Exactement, quand il faut choisir qui il faut balancer, mon chant, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Mais je suis fier, honnêtement, je suis fier du projet qui arrive parce que c'est moi. Ouais, je vois. Parce que c'est encore de nouveau mes sensations, parce que c'est véritablement là où je veux aller. C'est véritablement moi qui suis dans cet album-là. Et quand je joue même, il y a des titres de l'album que je joue en concert que le public connaît déjà. Ils ont oublié. Ils ont oublié même que c'est des titres qui ne sont pas sortis. Parce qu'ils les connaissent. Donc je teste le truc sur le public, on chante tout ça. Mais honnêtement, je remercie Dieu d'être là, pas uniquement par la force des sorties d'albums, mais aussi par la force de la qualité de ce que je produis. Oui. Tu vois. Donc, il y a eu un moment là où Smarty, c'était comme un peu le bad boy. yeah. Et aujourd'hui, c'est carrément différent. Ça veut dire quand sur les réseaux sociaux, on parle différemment de Smarty. Yeah. Comment tu es arrivé à... Non, j'ai vieilli, c'est tout. Ah, Non, j'ai vieilli. Je n'ai pas les mêmes réactions peut-être quand j'avais la vingtaine. Je réagissais d'une façon. Quand j'avais la trentaine, je réagissais d'une façon. Aujourd'hui, j'ai passé la quarantaine. Forcément, ce n'est pas le même délire, tu vois. Et j'ai envie de grandir avec ma musique. C'est-à-dire, chaque fois, chaque étape, je vais ajouter plus ou moins de la sagesse à la sagesse. Parce que je pense que ce qui me fait traverser le temps, déjà, c'est le fait d'être en bonne santé. Et 2, c'est le fait que Dieu me donne la force d'être très inspiré. Mais encore plus, comme je dis, c'est l'amour que j'ai pour ce que je fais.
Aujourd'hui, oui, avant, j'étais hyper nerveux, les cheveux, machin, tout ça. Aujourd'hui, j'ai gardé les cheveux. J'ai gardé, comment on appelle, mon naturel. Je fréquente les mêmes endroits, machin, tout ça. Je pense que c'est cette base-là qui me permet d'être toujours proche des gens et tout. Mais, je suis plus forcément comme avant. Parce que, voilà, j'ai une femme, j'ai des gosses, je dépose mon gosse à l'école aujourd'hui, je vois le monde autrement. Tu vois, j'ai des responsabilités, j'ai d'autres charges. Avant, j'étais célibataire. Aujourd'hui, je ne suis plus. Avant, j'avais des charges. J'avais pas de charges avant. Tu vois, parce Avant, que tu avais moins de charges. moins de charges. Aujourd'hui, j'ai plus de charges. Donc, quand je dis moins des responsabilités, la famille ne comptait pas vraiment sur toi. Aujourd'hui, la famille compte sur toi. Quand il y a des vrais problèmes, on tourne sur toi. Donc, tout ça change ton regard sur le monde. Et après, plus tu avances en âge, plus c'est clair que tu t'approches vers la fin. Donc, comment on appelle, la vision pour toi change. C'est-à-dire, la vision pour toi aujourd'hui, c'est de poser des actes qui puissent te permettre d'être utile à la société parce que tu comprends que tu atteins l'âge de la sagesse et qu'à un moment, ta musique doit servir à quelque chose et doit contribuer à quelque chose. Donc, c'est dans cette énergie-là que je suis. Aujourd'hui, tu es signé sur un label actuellement. Comment tu trouves ça? C'est une belle expérience. Et moi, je suis le gars qui dit à tous les jeunes burkinabés et même africains, hey, quand tu peux, vise loin, vise très loin. Vise loin, dis-toi que tu peux, je ne sais pas, si eux l'ont fait, moi aussi je peux y arriver. Moi j'ai frotté des gars comme Tiken Jah Fakoly, des gars comme Asalfo du groupe Magic System, quand tu frottes aussi des gars comme Soprano, toutes ces personnes-là, Oxmo Puccino, Kerry James, tu parles avec eux, tu rencontres Amel Bent, tu parles à ces personnes-là, je te dis à un moment, hey, ce qu'ils font, c'est des êtres humains, ce qu'ils font. C'est possible pour moi aussi de le faire. C'est possible de rêver. C'est possible de passer aussi à notre cap. C'est clair que peut-être pour nous, ça va être 3, 4 fois, 5 fois peut-être plus difficile parce qu'on est en Afrique, parce qu'il faut faire des va-et-vient peut-être et tout et tout. Mais non, je pense que toute personne a pour objectif d'être, grandir, atteindre son apogée. Et oui, déclin s'il y a, et renaissance comme un phénix. Mais il faut viser haut, il faut viser loin. Moi, je dis aux jeunes, allez-y, pensez pas uniquement qu'au pays. Pensez pas uniquement qu'au pays. C'est pas parce que je vais aller vendre ma musique en Côte d'Ivoire, à Lomé, machin, tout ça, que j'aime pas mon pays. Non, bien au contraire. Il y a des groupes qui viennent faire le plein ici. Moi, en tant qu'artiste, ça me fait mal quand on m'appelle en première partie d'un groupe africain qui vient jouer ici. Oui, je suis fier d'aller jouer. Mais l'orgueil artistique fait que tu as envie de faire la même chose que lui. Aller dans son pays, faire la même chose et qu'il fasse aussi. Et c'est légitime, c'est normal. Normalement, ça doit se passer comme ça. Tu vois. On ne va pas uniquement se contenter de nous tourner au pays et tout et tout. Non. Et nous, on l'a fait. Je suis en train de parler de quelque chose un peu comme si je ne l'ai pas fait, mais en réalité, j'ai fait. Moi, j'ai pensé des choses, j'ai rêvé des choses. Même si ça n'a pas été mes propres conseils. Oui, je suis monté sur la scène, comment on appelle, du Bataclan. Je suis monté sur la scène de l'Olympia. J'ai fait ça 2 fois. J'ai joué au New Morning. J'ai fait 24 pays en Afrique. Tu as joué au festival de Central Park. Et hier, à Central Park, voilà. Et tout ça en solo. Tout ça en solo. Avec mon groupe, je ne vais même pas citer ce qu'on a fait avec mon groupe. Avec mon groupe, c'est pratiquement le premier groupe burkinabé dans l'histoire de la musique burkinabé à faire un stade. En toute humilité, il faut le dire et il faut le redire parce que c'est une victoire pour le hip-hop. Moi, je ne dis même pas que c'est nous, mais le hip-hop, les gens, aujourd'hui, quand tu parles du rap, ils ont l'impression qu'on n'a rien fait. Ils ont l'impression qu'on n'a tellement rien fait que c'est ce qu'ils mettent dans la tête des jeunes rappeurs quand ils arrivent. Ils leur disent que vous n'avez pas d'histoire. Vos aînés, ils n'ont rien fait. C'est faux. On a défoncé des portes. Ils ont l'impression qu'on nous a tout donné. Non, on ne nous a pas tout donné. Comment on appelle, pour justifier ça, c'est quoi? C'est que quand tu as un groupe comme Yelen qui fait ce qu'il a fait et sur 5 albums, qui est sur les 4 albums autoproducteurs, ça veut tout dire. Moi, personnellement, à cause de Yelen, j'ai pas eu de problème avec mon maman quand elle a su que je faisais de la musique. Je
que je rappais. Parce que l'image des rappeurs, c'était différent. Et je rappais, elle ne savait pas. Et je pense, après la sortie de Hélène, qu'elle a su que je rappais et elle n'a rien dit. Mais je sais que si il n'y avait pas Hélène, ça allait être une autre histoire. Tout à fait. Ton histoire avec Magic System, parce que avec Hélène, vous aviez eu... Oui, mais c'est vrai, excuse-moi, j'ai cité Tiken, mais Magic System, c'est... Comment ça fait votre rencontre avec Magic System? Magic System, je pense, c'est... Les gens ont souvent l'impression que c'est Magic System, c'est après, quand ils ont commencé à faire des Dick Store, qu'on est devenu... que l'amitié est née et tout, non. Magic System, c'est depuis... on s'est croisés, je pense, depuis 2000-2001. Tu vois, on se connaissait et nous, en toute humilité, on allait vers Asalfo. Je me souviens, on allait à la consolatrice, on allait manger, pour les flamber, tout et tout. Et on s'est déplacé dans des conditions assez difficiles. Hein. Ils avaient une 4x4 et tout, et nous, on était au fond, en arrière, tu vois. En ce moment, c'était Hélène qui était sortie, on cartonnait un peu partout, mais on acceptait d'être au fond de la voiture, tu vois, dans des positions bizarres. Et je me souviens, quand on arrivait à Silmandé, il devait jouer à Faso Park. Salif a dit, franchement, vous m'avez touché. Parce qu'on arrive dans un pays où les gens ne parlent que de vous et vous acceptez d'être dans des conditions comme ça, qu'on quitte, on traverse toute la ville avec vous, arriver, franchement, ça m'a touché. Et c'est comme ça que l'amitié est née. Du coup, quand on va à Abidjan, on était chez lui, machin, tout ça, tout ça. Donc, c'est une amitié de plus de 20 ans. Je ne parle même pas d'une amitié, moi, c'est presque un grand frère parce que Dieu seul sait ce qu'il a fait pour moi. Si j'ai pu faire le featuring avec Soprano, c'est grâce à Salfo. Si j'ai pu aller à Central Park, c'est grâce à Salfo, à Goudé, à Manager, à Tino. Tu vois. Donc, on a l'impression que souvent, mais sincèrement, hein, souvent, beaucoup de choses qui me sont arrivées en bien depuis que je suis en solo, c'est des impacts qui sont venus de personnes qui sont hors du pays. Tu vois. Hors du pays, parce que ça a été un perpétuel combat depuis que depuis qu'on était dans Hélène d'abord. Jusqu'à ce que le groupe s'arrête et que je revienne en solo, ça a été la croix et la bannière. Ce que les gens voient, c'est peut-être ce qu'on peut appeler le succès, la satisfaction et tout et tout. Même moi, je suis satisfait de ça parce que je ne veux pas plus que ce que Dieu me donne. Mais j'estime honnêtement que on n'est pas élevé véritablement, on n'est pas reconnu à notre valeur. Ça me fait chier à chaque fois que je parle comme ça, mais c'est réel. C'est réel d'autant plus que je parlais tout de suite de notre histoire, je parlais tout de suite de tout ce que les gens, tout ce dont ils ne veulent même pas parler, simplement parce que c'est Smarty, parce que c'est Mandoué, machin, tout ça. Mais ils ne veulent même pas parler, c'est-à-dire c'est même pas une référence. Et on met dans la tête des jeunes qui arrivent aujourd'hui que... Dans les autres pays, c'est différent parce que quand je cause avec d'autres nationalités, la monnaie dont ils parlent de Hélène, quand ils parlent, c'est parce que je me rappelle, j'avais envoyé ma musique à quelqu'un et il me disait que vous, les Burkinabés, là, votre français, là, c'est terrible, hein, que tu connais Smarty. J'ai dit, oui, bien sûr, mais que tu écoutes sa musique, c'est terrible. Et je vois que ces gens-là, ils ont un regard différent de Hélène, de toi, de la musique burkinabé que nous-mêmes, souvent. Oui, ça fait plaisir parce que même si on cite le lot de ce qu'on peut appeler méchanceté qui nous arrive dans la carrière, il faut dire qu'il y a des personnes merveilleuses aussi ici aussi qu'on a croisées, qui ont fait de très belles choses pour nous, qui se sont sacrifiées aussi, qui ont accepté de prendre des coups pour nous. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais je pense que chez soi, on peut quand même trouver des disciples, à l'image du Christ avec ses disciples, quoi. Il peut ne pas être nombreux, mais ils vont te suivre avec la sincérité. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je préfère avoir 100 personnes qui sont avec moi que 1000 qui, tu vois, que je ne maîtrise pas, tu vois. Au moins, je suis sûr que les 100 là, ils sont avec moi, ils vont m'écouter. Et je prends toujours un exemple, c'est un film, hein, mais je prends toujours un exemple, les 300. Oh ouais, je vois. Parce que quand tu écoutes ce film-là, ça t'enseigne ce qu'est l'union, ce qu'est la vie en fait. Parce que dans la vie, vous pouvez être 10, vous pouvez être 6, vous pouvez être 5, vous pouvez être 2.
Tu peux être même seul. Mais en fait, tout dépend de la façon dont la sincérité dans laquelle vous travaillez et l'objectif que vous êtes fixé, l'impact que vous voulez avoir sur les gens. Si vous êtes honnête l'un envers l'autre, vous allez défoncer les murs. Même si on dit, je reviens dessus, même si on dit que nul n'est prophète chez soi, moi j'ai fini par l'accepter. Mais on va continuer à faire ce travail-là parce que fondamentalement, on vient d'un pays qui est reconnu ne pas être facile. Pas uniquement même pour les artistes du Burkina, mais même pour certains artistes. Les gens viennent tester leur voilà, c'est ça. Donc, c'est pour dire que, oui, c'est une belle école, on en parle, c'est difficile. Comme je l'ai dit, on peut considérer, oui, c'est méchant, machin, tout ça, mais ça nous a formés. C'est ça qui fait que quand tu le retrouves à l'extérieur, tu as l'impression que les choses sont faciles, machin, tout ça, mais bon. Cette fameuse question de Yélène, tu n'es pas fatigué de ça? Souvent, quand je vois sur le net, les gens disent que oh, Yélène, c'est quand ils vont revenir ensemble ou bien c'est de gâchis. Tu n'es pas fatigué d'entendre ça? Non, bon, je suis habitué. Hein. Maintenant, au début, oui, ça m'emmerdait un peu quand j'ai sorti mon album nouvellement. Mais maintenant, non, ça ne me dit plus rien parce que je pense que cette histoire-là est derrière moi. Ouais, c'est une porte qui est fermée, mais qui laisse. Il y a juste une fenêtre qui fait que quand je me retourne, je vois ce que j'ai bâti avec Hélène. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir avancer aujourd'hui. C'est une carte d'identité qui m'a donné certaines choses, une école qui m'a formé, mais qui me permet d'être épanoui aujourd'hui en solo. Il n'y a pas de problème entre moi et Mondo. Et si les choses doivent se faire, ça se fera assez naturellement. Mais je pense que je reste focus sur mes projets. Je reste concentré sur mes projets de sorte à ne pas me disperser. Je pense que lui aussi, il est dans cette position-là. Maintenant, bon, Inch'Allah, si un jour on doit se retrouver, on va se retrouver. Mais tu ne peux pas empêcher les gens. Oui. Parce que les gens sont bloqués à une époque. Ils sont bloqués dans un truc. Il y a un truc qu'ils veulent voir. Tu ne peux pas les empêcher de s'exprimer. Et moi, mon rôle, c'est de respecter ce qu'ils disent. Les gens viennent sur ma page tout le temps et ils disent quand je peux, je réponds, quand je ne peux pas, je laisse comme ça. Mais vu l'impact de Yélène, parce que l'impact du groupe a été réel sur le pays. Donc c'est normal. C'est normal, voilà, c'est normal qu'aujourd'hui, tu aies des gens qui sont des nostalgiques, qui ont besoin de revoir ça, qui ont l'impression d'avoir perdu quelque chose dont ils s'identifiaient, tu vois. Et c'est normal qu'à chaque fois on dit revenez ensemble, mais même revenir ensemble, c'est pas sûr que si on se met ensemble, on va faire le hit qui tue. En fait, les gens ont besoin juste de voir une image. C'est la symbolique, en fait. Vous alliez toujours faire le hit. C'est la symbolique. Tous les deux, vous êtes toujours... La chanson, en fait, la musique, pour moi, ça va même au-delà d'une simple rencontre de deux personnes qui se mettent ensemble avec un nom et qui veulent faire de la création pour sortir. Non, pour moi, la musique, ça va au-delà de ça. C'est ton cœur, c'est mon cœur. Quand on retrouve en studio, il faut que toi et moi, on soit ensemble. Parce que nos sensations, quand elles sont réelles, elles se posent dans une création. Quand elles sortent, les gens la ressentent tout de suite. Moi, je sais que les périodes où on était en trouble, l'album qu'on a sorti dans les périodes où on était en trouble, c'est passé à côté. C'est passé à côté. Quel album? On a eu des problèmes. Non, on a eu des problèmes avec L'Œil de Dieu. L'Œil de Dieu, par exemple. Mais ça, c'était un super album. L'Œil de Dieu, c'est le meilleur album de Hélène, mais L'Œil de Dieu, c'est l'album qui a été le moins écouté. Le moins payé? Non, le moins écouté. En fait, ne ramène pas à toi. Ok. Moi, je sais, quand on a sorti Juste un peu de lumière, on a sorti Dieu seul sait, on a sorti Dar es Salam, tu ressens, je sais que c'est quoi l'impact. Quand on a sorti L'Œil de Dieu, on est allé chercher loin. C'est pour dire aux gens, quand je dis aux jeunes, on est allé chercher, on allait en France, on a enregistré l'album en France, on a fait un live et tout, mentionne tout ça. On venait sortir de problèmes avec un avocat, on avait signé avec un Camerounais en son temps là, qui nous avait fait signer par son intermédiaire dans une boîte de disques qu'on appelait Night and Day. Il y a eu des avances, c'était une maison de disques qui était sous la coupole d'EMI, France. Donc, si on devait sortir un album en France et tout, on l'a même enregistré à Lyon et tout. On a fait 2 mois à Lyon où on a repris tout l'album et tout. Il était question. Le premier featuring de Yélène, c'était sur cet album. Et Magic System avait posé sur Maria. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pas, ça ne connaît pas. Non. C'est sur le truc à Lyon.
Donc, après, il y a eu des bisbilles avec le producteur parce qu'il avait pris des avances et qu'il avait disparu. Et l'affaire est partie, comment on appelle, au tribunal pour pouvoir casser le contrat et tout et tout. Donc, on est passé au tribunal de Lyon, nous. Ouais. Le Burkinabé à Lyon. Yeah, on a été jugé. Oui, on a été jugé, on est passé. Mais vrai, hein? On est passé, mention tout ça, la décision est tombée, on a été libéré et tout du contrat et tout, mention tout ça. Quand on était libre de tout contrat, c'est là on a enregistré l'album L'œil de Dieu. Et quelques temps après, on vient, on sort L'œil de Dieu, bim, scandale. Bam, ça commence à parler, boum, boum, boum. Les journalistes sont sur nous pendant près d'une année. Tac, tac, moi je me réfugie en France, je fais des trucs, mention tout ça. Ça n'allait pas dans le groupe. C'était réel, on fait des concerts, il n'y a personne, on enchaîne tout ça, on a vécu ça, c'était assez difficile. Oui, et c'est pas ça qui casse le groupe, parce qu'on se remet ensemble encore, on fait quand même 3 ans ensemble, on ressort un album qu'on appelle Rédemption. Pareil, le résultat est pareil, on ne suit pas, les gens n'écoutent pas, on enchaîne tout ça, on fait des concerts, c'est toujours mitigé, les résultats sont mitigés, on enchaîne tout ça. Après, Mando est fragilisé, moi je suis fragilisé, donc à la moindre étincelle, ça pète et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est la suite logique d'événements en fait. Et on avait quel âge en ce moment? Quand les gens parlent, ils ont l'impression qu'on était des vieux. Non, on n'était pas des vieux. Tout ce qui nous est arrivé au moment où on était hyper jeunes. La seule chose que moi je regrette dans l'histoire de Yélène, si c'était à refaire, pour ne pas dire que le diable c'est les autres, mais je ne le dis pas parce que je vais dire que le diable c'est les autres, c'est que j'allais véritablement faire le tri des personnes qu'on a considérées comme des aînés, qui auraient pu nous couvrir et au-delà même du succès, nous apprendre très tôt à investir, à avoir une vision à long terme, à, je ne sais pas moi, à construire quelque chose de pérenne, à nous expliquer que la musique et le succès ne sont pas intemporels et que ce n'est pas éternel. Et que le public est avec toi aujourd'hui, demain il n'est pas avec toi. Et que le meilleur artiste, ce n'est pas forcément celui qui va briller sur longtemps, c'est aussi celui qui va résister justement quand il sera dans le creux de la vague et qui va ressortir de ça et pouvoir lever la tête. Mon seul regret aujourd'hui, comment on appelle, l'un de mes seuls regrets en tout cas, c'est ça. Sinon, à part ça, je ne garde que des beaux souvenirs de ce qu'on a pu faire avec ce groupe-là. Non, moi, j'en ai pas marre. Au contraire. Chaque fois que, aujourd'hui, quand on me prend en interview, c'est moi-même qui suis le premier à parler de Yélène parce qu'il n'y a pas de problème. Tu vois. Parlons d'investissement. Tu as commencé une marque B1 avec de très beaux designs. Qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir créer? Non, déjà, B1, tu vois, quand je parlais d'entourage et tout, l'entourage, c'est un peu la base. Hein. Quand tu es bien entouré, forcément, tu as les bons conseils, tu as la bonne influence et tu anticipes toujours. C'est un jeune comme ça qui est venu commerçant, qui est venu me voir, qui m'a dit, écoute, moi, je voyage, j'ai vu un gars de Nairobi, un rappeur, comment on appelle, qui a sa propre marque de vêtements et tout. Est-ce que, moi, je pense que tu as de l'impact ici. Si tu fais, ça va marcher et tout et tout. Bien sûr, moi, ça m'intéressait déjà. On avait déjà fait l'expérience avec Yélène. On a sorti Wagan Jam, ça marchait bien, mais c'était pas... Wagan Jam et tout, ça avait bien fonctionné et tout. Donc, moi, je voulais le faire, mais il y avait plein de trucs à côté qui ne me permettaient pas de le faire. Donc, lui, il a insisté. Et puis finalement, j'ai créé B1 et on s'est lancé dedans. Et voilà, ça va faire quoi? Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que B1 est là. Voilà, on va entrer dans la 3e année bientôt. On voit B1 partout. Exactement. Partout B1 m'a montré encore autre chose. Ça m'a montré que souvent tu peux te tromper sur ce que les gens pensent de toi, la vision qu'ils ont de toi et le respect qu'ils ont de toi, tu vois. Donc effectivement, peu on a sorti le truc, ça tourne pas mal. Ça c'est, comme on appelle, le premier investissement. Après, j'essaie aussi de me lancer un peu dans la production. J'ai Alrich avec moi, que je produis, que j'essaie de pousser, tout ça. Donc, ton artiste, il chante très bien. J'ai aimé la chanson que vous avez clippée. Yeah.
Et quels sont tes projets futurs? Je sais que tu as l'album qui sort, mais c'est quoi l'idéal, au fait? L'idéal pour moi, c'est déjà de pouvoir sortir l'album et encore me lancer le défi de faire ce que personnellement, je n'ai pas encore fait depuis que chose qu'on appelle, que je chante. Parce que moi, je dis, je suis en compétition avec moi-même. Ouais. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je me regarde, je vois ce que j'ai fait et j'essaie d'améliorer ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'existe. Donc, si on a pu faire des featuring avec des gars comme Soprano, avec des gars comme Tiken Jah Fakoly, avec de DMJ sur le premier album, il faut que le deuxième album, on ait des grands noms. Déjà, ça. Et faire une grosse tournée. Aller dans des salles où on n'est jamais allé. Faire des concerts avec un impact, mais réel, tu vois, pas uniquement au Burkina, mais aussi dans la sous-région et dans le monde. C'est-à-dire, ce que je souhaite, c'est véritablement faire 2 fois plus que ce que j'ai fait avec cet album, mais en si peu de temps, en un peu de temps. Oui, je vois. C'est l'objectif parce que on n'a plus tellement le temps hein, de se faire 7 ans en temps de mention de ça, donc je vais aller vite parce que j'ai envie de laisser beaucoup de choses aux gens. Voilà. Smarty, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci beaucoup de ton temps. Yeah. Et merci à tous ceux qui vont suivre. Peace. On est ensemble, frangin. Et moi, je tenais aussi à te dire merci. C'est au-delà de l'interview, c'est aussi une longue amitié. Oui. C'est une longue amitié qui va au-delà de la musique. Oui. Je pense qu'on a partagé des choses ensemble que personnellement, je ne peux pas oublier. Et moi, je suis content aujourd'hui de voir ce que tu deviens, ce que tu entreprends, ce que tu construis autour de toi. Merci. Et honnêtement, comme je l'ai dit, le rap en général vous doit beaucoup de choses, surtout au Burkina Faso. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans l'ombre, mais qu'on n'imagine pas ce qu'ils ont pu faire pour garder la flamme là, allumée. Tu vois, il y a des gens, s'ils n'avaient pas été là, même si on dit que telle personne a fait un rap qui est mauvais, ce mauvais rap-là a contribué à quelque chose. Parce qu'il faut que ce soit mauvais pour qu'on voit celui qui a la qualité. Il faut que celui qui a... Donc, c'est le yin et le yang. Tu es un artiste qui a beaucoup de talent et un talent que je respecte. Allez-y, cherchez à voir les œuvres de Is. C'est moi maintenant qui deviens le journaliste. Cherchez à voir les œuvres de Is parce que, je vous dis, c'est un très bon rappeur. Au-delà du fait qu'il est en train de jouer le journaliste et l'intervieweur, c'est un très très bon rappeur et c'est un très bon ami, c'est un frère à moi. Merci. Et franchement, merci à toi aussi pour le temps que tu as pris pour venir m'interviewer. C'est vraiment cool. On est ensemble. Merci à toi. Merci frère. Peace. Big up.